Qui est cet être humain-là à côté de moi? Et du coup, apparemment, le yoga, ça n'a pas spécialement été l'art de la posture. Les postures n'ont pas spécialement eu toujours des noms. Le yoga n'a peut-être pas 5000 ans. Et si on parlait un peu de tout ça, oui. Allez, c'est parti. Accrochez-vous à vos sièges de méditation. C'est vrai que là, il faut s'accrocher pour l'histoire. Ouais, effectivement. Alors, l'histoire du yoga, c'est hyper long, c'est hyper complexe. Et je vous conseille, en fait, si vous avez envie d'aller plus loin, si votre curiosité est titillée après ma méga chronique, de lire un très bon bouquin qui s'appelle Yoga 2500 ans d'histoire, qui a été écrit par Clémentine Erpicum, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée Clémentine, qui est publié aux éditions La Plage, qui est très très bon. En fait, elle est historienne et professeure de yoga, et donc elle a mixé ses deux passions pour écrire une histoire du yoga en français. Il y en a déjà en anglais, mais en français, ça manquait beaucoup. Cool. C'est très bien écrit. C'est très bien documenté, c'est très bien illustré. C'est vraiment pour moi une des références pour les gens qui s'intéressent à l'histoire du yoga. Donc j'ai essayé de vous résumer ça. Ouais, juste couper 5 secondes. Donc, c'est juste pour un petit rappel pour les gens sur Twitch. Si vous avez des questions, on y répondra du coup après. Donc allez envoyer des questions sur le chat et on fera après un petit tri et puis on en parle. Donc Anso, c'est à toi. C'est parti. Ok. Alors, donc je vais essayer de vous faire un truc plus ou moins chronologique, qui devrait vous donner une idée des différentes évolutions par lesquelles le yoga, avec beaucoup de guillemets, est passé, puisqu'évidemment, il y a des racines qui sont communes avec l'hindouisme, avec le bouddhisme, il y a des questions spirituelles, des questions physiques, il y a plein de choses qui se mélangent. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, j'ai forcément pas réponse aux questions, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin, mais voilà, il y a peut-être des détails que j'ai pas mis et qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas. Alors, l'histoire du yoga commence peut-être vers 2500 avant notre bon Jésus-Christ, dans la vallée de l'Indus. Donc, la vallée de l'Indus, en gros, c'est le Pakistan et le nord de l'Inde actuelle. Et en fait, c'est dans cette partie du monde que se développe la civilisation arapéenne, qui est une des premières grandes cultures urbanistiques du monde, qu'on a découverte d'ailleurs assez tardivement. Et bon, c'était des gens vraiment développés, avec un système d'écriture, avec des villes, du commerce, etc., qui ont essuyé un bon gros changement climatique vers 1800 avant notre ère, et du coup, clap de fin pour la civilisation. Tout le monde déménage ou meurt, et les gens laissent derrière eux forcément ce qui va devenir des vestiges archéologiques. Et dans ces vestiges, on croit repérer les premières traces d'un yoga ancestral, notamment avec des postures sur des sceaux, des statues qui ont l'air d'être dans une posture de méditation. Mais voilà, tout ça, c'est pas avéré, on n'a rien comme base écrite qui permet d'avérer ça. Par contre, on fait un petit bond, 300 ans plus tard, vers 1500 avant JC, je vais dire JC parce que j'écris, c'est vraiment long. Il y a des semi-nomades, donc à la fois guerriers et agriculteurs, qui viennent des steppes du Caucase, qui vont s'installer dans les anciens territoires arapéens. Et on les appelle, attention, les Ariens. Évidemment. Les Ariens, et donc oui, c'est bien à eux, ça y est, on y est. C'est bien à eux que Hitler a chopé le nom, évidemment, en se foutant complètement du reste de l'histoire, mais c'est pas très grave. Avec la Svatisca, du coup, rien à voir. Oui, tout à fait. Okay. La Svatisca, c'est un signe qui existe dans l'hindouisme, qui est un signe de paix en fait, en soi. Donc il a tout bien détourné, le petit Adolphe. C'est la puissance de la moustache. Alors, excusez-moi pour les moustaches, je vous aime beaucoup. Alors, au niveau religieux, en fait, les Ariens, ils vénèrent tout un panthéon de dieux, dont certains vont se retrouver après dans l'hindouisme, notamment. Voilà, certains noms qu'on connaît, d'autres pas du tout, je ne vais pas insister dessus. Et donc, ils les vénèrent à travers des séries de rituels qui vont se complexifier au fil du temps et qui finalement vont être maîtrisés seulement par une partie de la société, qui va être la caste des brahmanes. C'est un nom que vous avez probablement déjà entendu. Et donc, c'est la caste hyper huppée, ultra classe dans la société aryenne. Et en fait, ils se transmettent oralement des invocations, des hymnes, des façons de dire les choses, des prononciations particulières, même des mots de tous les jours, qui seront plus tard rassemblés dans un corpus de textes qu'on appelle le Veda. Donc c'est un des grands textes fondateurs de la pratique du yoga, mais aussi de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc c'est intéressant de faire déjà le lien ici. Et c'est dans ce texte qu'on trouve le premier Om, qui est en fait une syllabe qui est censée représenter l'infini, le grand tout, que le yoga évidemment va récupérer. Et le mot yoga, justement, c'est la première fois qu'on le retrouve aussi ici, à l'écrit. Donc j'insiste bien, c'est une civilisation principalement orale, mais comme la caste des brahmanes maîtrisait l'écriture, eux ont évidemment transcrit toute une partie
Voilà, de leur héritage. Et donc le mot yoga dans ce texte-là désigne en fait l'attelage des chevaux de guerre. Donc les Aryens, c'était une peuplade en fait, à la fois guerrière et agricole, et donc le mot yoga est utilisé dans ce sens-là. Alors les Aryens, comme de nombreux peuples orientaux en fait, croient en la réincarnation et ils comptent bien dessus pour s'améliorer vie après vie. Donc ils ont une vision très positive de la réincarnation et des renaissances. Ils trouvent que ça permet d'accumuler de plus en plus de bétail et donc d'être de plus en plus riches. Et il suffit en fait pour ça d'honorer correctement les dieux à chaque vie à laquelle on va revenir. Okay. Voilà. Alors on fait un petit saut de 1000 ans dans le temps pour arriver à 500 avant JC. On est toujours dans le nord de l'Inde actuelle. Et là, à cette période-là, en fait, il y a plein d'ascètes itinérants qui s'appellent les shramans, donc pas les chamans, le shraman, qui vont de village en village et de forêt en forêt, parce qu'en fait, ils sont dans une quête de compréhension de la souffrance humaine. Donc là où on avait les Aryens qui étaient hyper enthousiastes, qui aimaient beaucoup la vie apparemment, les shramans sont beaucoup moins fun, ils aiment nettement moins la vie, puisqu'en fait, ils essayent, eux, de se libérer du cycle des renaissances. Donc c'est la première peuplade, en tout cas dans cette partie du monde, qui a l'air de vouloir faire ça. Alors, c'est peut-être parce qu'en fait, à l'époque, il y a un gros développement urbain qui paupérise énormément les populations. C'est peut-être parce qu'en fait, il y a une quête de profit, un gros développement du commerce qui entraîne l'individualisme. Et donc, il y a une recherche de sens et vraiment une situation de souffrance pour pas mal de gens qui ont aussi plus de choix de carrière, mais qui ont aussi des carrières plus risquées, beaucoup de morts, les maladies qui se transmettent plus à cause du commerce et des échanges. Donc, il faut toujours remettre forcément dans le contexte social. Et donc ça rappelle évidemment un contexte assez actuel, je trouve. C'est toujours intéressant de pouvoir refaire les parallèles. Bref, donc les shramans essayent de se détacher de la loi du karma, donc cette loi transcendantale qui stipule qu'en fait, toutes les actions qu'on fait ont un poids, soit positif, soit négatif, et puis qu'à la fin de la vie, on fait un peu la synthèse du truc, et que soit... pas de chance, game over, tu te réincarnes, try again, ou bien finalement tu peux atteindre un niveau spirituel supérieur et donc ne plus revenir sur Terre. Donc eux essayent de se libérer de ça, et en fait, eux, ils trouvent qu'en fait, pour se libérer du karma, il vaut mieux se libérer de l'action, tout simplement. Et donc, ils ont des pratiques ascétiques qui consistent à rester fixe, complètement immobile, pendant des heures, des jours, voire des années. Par exemple, avec juste un bras levé au-dessus de la tête. Okay. Des trucs dans ce genre-là. C'est assez... un petit peu le lancer de la posture. Assez violent. Oui, alors c'est les toutes premières postures, mais en fait, tout au début de l'histoire, les postures sont uniquement assises. Et donc, c'est notamment eux que les armées d'Alexandre le Grand vont croiser quand elles vont débarquer vers 300 avant JC. Et c'est ce qu'on se trouve dans les chroniques grecques sous le terme de gymnophistes, les sages nus, parce qu'en fait, ils étaient à poil dans des postures assez inconfortables. Ah oui. Ils restaient des heures et ça a vraiment fasciné les soldats, quoi. Alors, il y a 2 shramans que vous connaissez peut-être. Il y en a un, je suis sûre que vous connaissez, l'autre peut-être pas. Le premier, c'est Jina, qui est le fondateur du jaïnisme, donc qui, lui, a eu des disciples et des enseignements qui étaient très proches de la doctrine de base des shramans. Et le deuxième, que vous connaissez beaucoup mieux, c'est Siddhartha, le fameux père du bouddhisme. Alors, le Bouddha, forcément, c'est quand même une star qui a été quand même vraiment un ascète pendant des années. On pense que c'est entre 6 et 8 ans. Mais en fait, il en avait vraiment marre de ne pas obtenir du tout de résultats spirituels de ses pratiques ascétiques. Et donc, ce qu'il s'est dit, c'est qu'en fait, il valait peut-être mieux prôner pas la doctrine de base, mais s'en détacher un peu en prônant la fameuse voie du milieu. Et donc, pour le Bouddha, là où en fait, dans les pratiques des shramans et dans le jaïnisme, on considère qu'il faut arrêter l'action complètement pour arrêter le cycle du karma, eh bien en fait le Bouddha lui stipule qu'il vaut mieux choisir la voie du milieu qui dit qu'en fait c'est pas les actions qui sont problématiques, c'est les désirs qui motivent les actions. Et donc là il y a déjà un petit changement de paradigme, donc on s'intéresse aux désirs et bam, ça fait le bouddhisme qu'on connaît encore aujourd'hui et qui a continué à se développer de son côté. Alors si on revient au yoga, entre le 9e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, on continue à transmettre en fait des connaissances, des pensées, des techniques, etc. pour pouvoir sortir de des cycles karmiques. Et en fait, dans cette période-là, vont être vraiment communiquées, commentées et transcrites, et donc compilées, ce qu'on appelle les Upanishads, qui sont aussi appelés la Vedanta, puisqu'en fait, c'était des parties de texte qui étaient mises à la fin du Veda, dont je vous ai parlé juste avant. Qui sont en fait des révélations qui portent sur les liens entre les êtres et les choses, donc entre le soi et le monde. Toute une série de textes, c'est vraiment très très varié, mais c'est toujours écrit dans un langage très classique, très culturel, donc on voit clairement que c'est
toujours réservé aux élites. Ah ouais, il n'y a toujours pas de place. Okay. Donc il n'y a pas de place pour le commun des mortels là-dedans, très clairement. Alors, contrairement aux Jains qui prônent donc l'immobilité, voire l'immobilisme, et aux bouddhistes qui prônent le détachement complet des désirs, en fait, ceux qui suivent les Upanishads, eux, partent à la recherche du soi profond, de l'essence de l'être, qui est beaucoup plus proche de la quête du yoga actuelle, enfin en tout cas telle que nous on la transmet, je pense. Et donc en fait, cette essence de l'être, elle est immuable, et c'est seulement comme ça qu'on peut se détacher du karma. C'est en trouvant cette essence pure qui va nous détacher forcément de tout le reste, qui est la seule chose en fait qui perdure d'une vie à l'autre. Et donc pour retrouver ce soi, il y a une technique absolue, c'est la méditation. Okay. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des gens comme Sylvain qui sont très talentueux en méditation. Moi, je fais partie de ces gens qui galèrent à mort. Je médite tous les jours, mais c'est hyper pénible. Donc, pour moi, c'est un travail aussi d'observation de ma personne, comment je me comporte par rapport à ça. Et donc, eux sont vraiment dans cette idée de travailler à la libération, à vraiment trouver une technique yogique spirituelle qui permette de libérer le soi. Et donc, dans les sections qui sont ajoutées aux Upanishads, vers 300 avant JC, c'est la toute première fois qu'on parle d'une vraie méthode yogique, en fait, qu'on utilise ces termes-là comme une discipline spirituelle pour maîtriser les sens et vraiment canaliser les pensées. Si je peux juste compléter un petit truc. Ça, c'est intéressant, du coup, pour bien comprendre le yoga aujourd'hui. Donc, on considère effectivement que dans l'âme humaine, la conscience... tout y est, la sagesse, la conscience, on peut vraiment tout comprendre. Ouais. Le seul problème, c'est que on pourrait considérer qu'autour du noyau central, il y a toute une couche, il y a plusieurs couches d'inconscience. C'est une histoire de conscience et d'inconscience au final, l'ombre et la lumière, on peut dire comme on veut, mais la conscience, lumière au milieu, l'inconscient, l'ombre autour, et finalement les pratiques du yoga, elles ne font qu'enlever finalement toutes les couches les unes après les autres. On dit souvent, on pèle son oignon, et on retire, et plus on retire finalement, et plus on s'approche d'une conscience ultime que Bouddha aurait, par exemple, atteint. Oui, c'est ça, l'éveil. Et finalement, le yoga, c'est tous ces exercices-là qui permettent d'enlever ces couches. Okay. C'est ça. Et l'éveil, du coup, c'est l'extase, c'est le bonheur, ou c'est encore un peu différent? Nouveau, c'est pas encore le bonheur. Non, pas encore le bonheur. Ça dépend de la conception. Okay. En fait, dans la plupart des pratiques, on considère que le bonheur, c'est quelque chose qui est lié à l'existence qu'on est en train de passer sur Terre, alors que l'éveil, c'est en fait le stade au-dessus qui fait que tu te retrouves en connexion complète avec toi-même et donc avec le reste de l'univers. Mais de nouveau, ça dépend des interprétations. Je dirais que l'éveil, c'est ne plus avoir du tout de souffrance. Ouais. Je dirais ça. Okay. D'accord, ouais. Plus de souffrance émotionnelle. Évidemment, si on se casse un bras, on aura mal, on n'en est pas là, mais c'est ne plus du tout avoir juste de soi, tout super bien géré, être super gentil avec tout le monde, être en paix. C'est ce qu'on appelle parfois l'équanimité aussi. L'équanimité. Ouais. C'est le fait de tout recevoir, tout vivre d'une manière qui est en adéquation avec ton toi profond, en fait. Okay. Est-ce qu'il y a un lien avec le fameux lâcher prise ou c'est encore... Oui, c'est ça. C'est ça. On est vraiment dans on est là-dedans. Donc l'équanimation... L'équanimité. Tout accepter, mais on n'accepte pas de se faire insulter ou que quelqu'un nous fasse du mal. On lui répond, on remet chaque chose à sa place d'une manière très calme, très posée, quand même avec du dynamisme, mais... C'est vraiment dans... C'est ça, l'idée. D'accord, ouais. Et ici, effectivement, ils sont très, très proches de ça. Donc, en fait, il y a pas mal de branches de yoga qui sont toujours liées à ça maintenant. C'est cool, merci. Ouais, juste du coup... Et alors, du coup, c'est l'idée de toujours être... On agit et on ne réagit plus. Il y a cette idée. C'est joli, ça. Dans finalement, les souffrances, les relations humaines ou beaucoup de choses, on réagit à quelque chose. Et l'idée, c'est que finalement, quand on enlève toutes ces couches inconscientes avec tous les exercices du yoga, finalement, on n'a plus de réaction, mais on agit simplement. Ça arrive, j'agis, je ne réagis pas. Donc du coup, il y a plus... c'est là que la violence s'en va. Ouais. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, JP. Parce que ça passe aussi, je pense, par le fait que si tu as cette conscience de toi-même, tu as conscience que il y a un être comme ça qui existe chez chacun. Oui, et qu'en fait, il est juste pas révélé et que donc les réactions des personnes autour de toi aussi, ou les tiennes, au fur et à mesure, sont en fait guidées par toutes ces couches de l'oignon qui sont pas le cœur de l'oignon. Et donc, tu peux aussi mieux comprendre, en fait, mieux prendre du recul, mieux accepter sans s'écraser, mais voilà, mieux comprendre, en fait.
Que chez chacun, il y a les réactions principalement sont basées sur la souffrance et la peur chez la plupart des gens. Et donc le fait de faire ce travail sur soi à travers les pratiques du yoga, que ce soit par la méditation, la respiration, la pratique des postures, peut-être la relaxation, peut-être d'autres choses, ça permet en fait de faire ce travail au fur et à mesure, qui prend beaucoup de temps et qui est pour moi le travail d'une vie. Du nettoyage. Et pour un novice comme moi, du coup, quelle est la différence entre le lâcher prise et la passivité ? Parce que j'imagine que c'est deux choses qui sont du coup extrêmement différentes, pas diamétralement opposées. Oui, alors je pense que quand tu lâches prise, tu es plus passif, dans le sens où tu n'es plus dans cette réaction. Mais sans pour autant être complètement... t'es pas mort non plus, quoi. Ce qu'il y a, c'est que tu continues à avoir des sentiments. T'es pas quelqu'un, pas juste une enveloppe. Et on continue d'avoir des projets aussi. Tu continues d'avoir des sentiments, d'avoir envie de faire des choses, tu restes un être humain. Mais c'est juste souffrir, c'est ça, tu peux te détacher plus facilement. C'était cette question d'identification, en fait. Tu t'identifies plus forcément à tes sentiments, ni à ceux des autres, forcément. Il y a peut-être plus de plénitude dans les sentiments positifs. Et de moins en moins de souffrance dans les sentiments négatifs que tu pouvais ressentir et donc que tu imposes aux autres. Mais pour moi, il n'y a pas de passivité complète. Okay. Il y a quand même une joie intérieure qui s'installe au fur et à mesure, on retire tout ça, et donc du coup... La sérénité, tu peux dire. Enfin, on peut être serein et joyeux en même temps, et donc avoir envie d'aller voir ses amis, avoir envie de créer, parce que la créativité vient fort s'éveiller aussi quand on avance sur ce chemin, et donc... on a envie de faire quelque chose de ce qu'on est, quand même. Donc on va à l'inverse de la passivité même. Mais on sait prendre des temps de relaxation et de passivité quand ils sont nécessaires. Oui, parce qu'on comprend mieux aussi comment on fonctionne et les limites qu'on doit se mettre à nous-mêmes, pas seulement aux autres. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est très riche aussi. Ok. Bah, du coup, très bien. On va tester tout ça dans 20 minutes. Des questions. Une petite anecdote, pas une question, une petite anecdote de Denis sur Twitch, relatif au brahman, qui nous dit en fait que le mariage à la caste des brahmanes de nos jours implique à un moment de partir avec un parapluie vers le lointain avant d'être rattrapé par la famille de sa promise pour symboliser la fin de sa quête de la recherche au profit de sa vie de marié. Ok. Laisse-moi le temps de digérer la phrase. Un parapluie. Un parapluie, ouais. Ok. Allez, c'est cool. Merci beaucoup, du coup. Merci pour l'anecdote. Alors, est-ce qu'on continue sur l'histoire ? On continue, on a encore un petit peu, on a encore un peu de jus. Alors, donc dans les Upanishads dont je vous parlais, donc cette compilation de textes sur le lien entre soi et le monde, où on va se rechercher soi-même, on trouve en fait une métaphore qui est très parlante et qu'on utilise encore dans les cours et dans les textes sur le yoga, c'est celle du char. Donc en fait, le corps est considéré comme un char qui transporte l'âme, et en fait, ce char est dirigé normalement par la raison, qui tient les rênes, et les rênes représentent les pensées qu'on doit maîtriser, et ces pensées, en fait, maîtrisent les chevaux, qui sont les sens. Et donc, en fait, tout le jeu du yoga, à partir de ce moment-là, ça va être de maîtriser les sens pour pouvoir orienter correctement la pensée, et au final, trouver suffisamment de détachement pour retrouver son soi intérieur détaché du reste, plus ou moins. Alors, la même métaphore, donc celle du char, on la retrouve dans un autre grand texte fondateur qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui est en fait une épopée qui a été compilée à peu près au IVe siècle avant JC, ou peut-être au IIIe siècle après JC, on ne sait pas, c'est dans toute cette période. C'est très flou, de nouveau. C'est très très flou parce qu'en fait, il y a une grande richesse de la culture orale, évidemment, qu'on a perdu beaucoup plus tôt en Occident, et donc il y a peu de choses qui ont été écrites, et en fait ce qui est écrit ce sont des compilations. Et donc les textes qui sont compilés, là on sait qu'on a le texte final de la Bhagavad Gita vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, mais tous les textes qui viennent avant, c'est des petits agrégats un peu partout, et donc on n'est pas très certain de la datation. C'est pour ça. Alors, donc dans ce texte, on découvre en fait les instants de doute que vit Arjuna, qui est un seigneur archer, au moment où en fait il doit se lancer dans une bataille contre des hommes de son propre sang. Et donc il est tiraillé parce qu'il sait qu'il doit faire son devoir, mais en même temps il n'a pas envie de tuer les membres de sa famille, ce qui paraît assez logique. Et en fait il est conseillé par son pilote de char, qui est quand même Krishna en personne, donc c'est pas rien. Ça va c'est un des grands dieux du Panthéon, voilà. Donc Krishna était pilote de char, du coup.
Krishna ici est pilote de char, effectivement. Donc c'est le grand cocher, on l'appelle parfois aussi. Et en fait, quand on lit le texte, on comprend, le lecteur est censé comprendre, souvent c'est commenté et pour nous c'est moins accessible, mais à l'époque c'était plus clair. On comprend qu'en fait l'action est inévitable, ce qui fait bien chier les Jains, très clairement, mais qu'en fait pour se libérer du karma et des cycles de réincarnation, il faut agir avec équanimité, la fameuse équanimité dont on parlait tout à l'heure, en agissant sans attente de résultats et sans désir de bénéfice. Et donc ça c'est très bien pour les bouddhistes aussi, ça renforce l'idée. Et donc c'est le premier moment où en fait tout un chacun peut atteindre l'éveil par l'action désintéressée. Là où avant il fallait vraiment des pratiques ascétiques, il fallait vraiment des techniques de méditation de fou, etc. Ici en fait c'est le yoga par l'action où on se dit en fait j'agis dans un but désintéressé. Ça fait avancer sur le chemin de la connaissance de soi, sur le chemin des actions bénéfiques et donc ça permet à terme de se libérer du karma. Et donc le yoga n'est à partir de là plus réservé aux sages ou aux castes les plus élevées de la société indienne. Et le mot lui-même en fait est repris plus de 100 fois dans le Bhagavad Gita, mais sous l'acception en fait de discipline ou de technique. Et donc pour résumer, en fait l'objectif pendant des millénaires et des millénaires, c'est toujours d'échapper au cycle des renaissances en supprimant le karma. Et donc les Jains le font en immobilisant le corps, les bouddhistes en éliminant leurs désirs, les lecteurs des Upanishads en se détachant du monde par la méditation pour trouver leur essence propre. Et alors les lecteurs de la Bhagavad Gita le font en effectuant leur devoir dans le détachement et la dévotion. Et donc dans tous les cas, la libération implique une mise en pause du corps et ou de l'esprit, et en fait un centrage vraiment sur les actions bénéfiques. Et on retrouve ce principe de base dans les fameux Yoga Sutras de Patanjali que tu évoquais au départ. Alors, ces Yoga Sutras, on ne sait pas trop quand ils ont été rédigés, mais on pense vers le 3e siècle après JC. Et c'est une espèce de code de conduite ou de manuel pratique qui est toujours rédigé en sanskrit, donc toujours dans la langue de l'élite, dans un langage très recherché, c'est très poétique en fait quand on comprend un peu le sanskrit. Et donc l'auteur ou les auteurs, puisqu'on ne sait pas qui était ce fameux Patanjali, il y a plein de mythes autour de lui, mais en fait les recherches tendent à montrer aujourd'hui que c'était en fait plusieurs personnes exactement, et qu'on a posé juste le nom Patanjali dessus, parce qu'en fait c'était un patronyme qui avait un peu la classe à l'époque. C'était des noms de toute une famille de scientifiques et de gens qui étaient très reconnus dans la société. Donc on pense que c'était pour donner une légitimité au texte en fait, qu'on a choisi comme auteur Patanjali. Bref. Donc l'auteur ou les auteurs compilent en fait des connaissances qui viennent de toutes les pratiques mystiques antérieures, de différentes branches philosophiques, pour créer tout un système à part entière. Et donc en 195 aphorismes avec un commentaire, en général on ne connaît pas le commentaire, on connaît juste ces petites phrases types, on apprend comment atteindre le soi véritable en se débarrassant des fluctuations du mental et de la matière. Et donc pour mettre fin au cycle des réincarnations, d'après le texte de Patanjali avec plein de guillemets, il faut comprendre qu'on vit dans l'illusion du moi et y renoncer. Donc c'est de nouveau revenir à son essence profonde, pas au moi qu'on s'est construit par rapport à ses attentes et aux attentes des autres. Et donc c'est la connaissance et la conscience de soi qui mènent à la libération. Et pour faire ça, il y a toute une méthode qui se fait en 8 étapes, enfin en tout cas en 8 ingrédients qu'on appelle les membres, qui sont notamment les attitudes par rapport aux autres, notamment le fameux ahimsa, les attitudes par rapport à soi-même, gérer voilà, sa façon d'être, être propre, il y a plein de trucs. Pas l'histoire des cadeaux empoisonnés. Oui, je pense que c'était là-dedans, oui, effectivement. Je me reviens plus sur le nom. Oui, à retrouver, moi non plus. Éviter les cadeaux empoisonnés. C'est ça. Qu'on pourrait te reprocher, pour ne pas être manipulé. Ouais. Ça fait partie aussi des membres, mais je ne sais plus comment en sanskrit on dit. Je ne sais plus non plus, je ne l'ai plus. Donc il y a les attitudes par rapport aux autres, qu'on appelle les yamas. Il y a les comportements personnels, les niyamas. Les postures, donc les asanas. Chez Patanjali, c'est uniquement la posture assise. On n'a pas encore de posture dynamique du tout. La respiration, donc pranayama, qui permet de réduire l'activité mentale. La maîtrise des sens, pratyahara. La concentration, dharana. La méditation, dhyana. Et enfin, le tout dernier stade, qui est la contemplation, l'éveil total, qui est samadhi, qui en fait amène à la lucidité complète. Et donc à la libération. Et donc quand on parle aujourd'hui de yoga, on parle souvent d'union effectivement entre le corps et l'esprit et entre soi et le reste de l'univers. Mais clairement chez Patanjali, c'est intéressant parce que c'est notre bible du yoga moderne. Mais chez Patanjali, il y a un détachement en fait, on renie le corps. Il sert juste de support à la question de la réflexion et de l'action. Dans une certaine mesure, il prône le rejet du corps, ce que je trouve assez c'est un lien, je trouve, avec les anciennes religions. Tout à fait, Donc ça, c'est aussi des choses qui évoluent avec le temps. Oui, tout à fait.
C'est ça qui est intéressant dans les textes, en fait. Mais en fait, à peu près à la même époque, ce qui est très cool aussi, c'est qu'il y a une approche complètement différente qui se développe, du coup, en réaction par rapport à ces questions sociétales qui sont assez puritaines à l'époque. Et c'est un courant qui se développe entre le 6e et le 13e siècle, après JC, qu'on appelle le Tantra. Alors, vous en avez probablement déjà entendu parler. Tout le monde va hurler message tantrique. Voilà, forcément. Donc, maîtrisez tout de suite vos chevaux. Le tantra, c'est plus ou moins yoga, alors. Enfin, c'est dans la même tradition. Le tantra, c'est une tradition du yoga. Okay. Ouais. C'est une vision du yoga. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est dommage parce que ça a très mauvaise réputation, alors que c'est une discipline, un type de yoga, en fait, qui a une tradition extrêmement riche, qui est vraiment vaste, complexe, hyper intéressante. On peut s'y perdre pendant des jours, des siècles, je pense. Mais en fait, c'est aussi le nom d'un corpus de textes très divers, qui se présente aussi comme une révélation divine, et dans laquelle on apprend en fait qu'il y a une divinité suprême qui est composée de deux êtres qui sont opposés mais complémentaires, l'un ne va jamais sans l'autre. C'est Shakti, qui est une déesse qui représente le féminin et l'énergie, et Shiva, qui lui représente le masculin et l'immobilité. Alors on peut penser à tous les opposés forcément. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pratiquants cherchent à réconcilier d'une certaine manière les deux et à avancer vers le statut de divinité. Et donc le tantra considère que le divin est déjà en chacun de soi et qu'on peut l'éveiller notamment par l'éveil de la kundalini, dont tu parlais tout à l'heure, qui est ce courant énergétique, alors qu'on représente souvent sous la forme d'un serpent, qui est en fait installé à la base de la colonne vertébrale, tout enroulé sur lui-même, et en fait avec des pratiques de respiration, de purification, une alimentation spécifique, etc., on devrait pouvoir faire remonter la kundalini. C'est hyper simplifié, il y a plein de visions différentes, pas seulement dans le tantra, mais dans d'autres pratiques aussi. Donc voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, ça devient vraiment populaire au sens où les initiés deviennent tantriques, en fait. Donc, dès qu'on est initié, on a le divin en soi, et ce qu'on va faire pendant sa vie, c'est l'entretenir par une série de rituels. Donc, une fois qu'on est initié par un gourou, on a en fait un corps qui devient la représentation parfaite de l'univers. Et c'est au sein de cette représentation qu'on va développer le fameux système des chakras, ou enfin normalement on dit chakra, qui est très connu maintenant, qui en fait servait juste de carte de repérage pour les mentalisations et les visualisations que réalisaient les adeptes du tantra. Et donc les associations qu'on fait maintenant avec des sentiments, avec des couleurs, avec des sensations particulières pour chacun des chakras, et surtout le principe des 7 chakras, ça a été fixé par Carl Jung, en fait, qui était psychanalyste et qui a lancé ça au milieu du XXe siècle. Carl Donc Jung c'est vachement moderne. Le pote de Freud, oui, c'était un élève de Freud. Oui, effectivement, qui était moins talentueux pour l'écrit. Oui, c'est ça, oui, c'était la petite anecdote de Carl Jung, oui, j'avais vu ça dans une formation en philo, et donc il était élève de Freud, et puis qui n'était plus d'accord avec ses idées, mais donc... pour dire comme le monde peut vraiment, l'orientation mondiale peut vraiment changer pour des détails. Donc Freud lui écrivait très très bien, et donc il a été sélectionné au moment où on a commencé à créer les universités de psycho. Et Jung n'a pas été sélectionné parce qu'il écrivait, il était très brouillon vraiment dans ses notes. Et bon, aujourd'hui, on commence quand même à se rendre compte de plus en plus que Jung était quand même beaucoup plus proche de la réalité que Freud, même si Freud avait aussi quelques données qui étaient très bonnes, mais ils auraient pu être choisis l'un et l'autre, mais c'est ça qui les a départagés. Pourquoi ça tient vraiment à rien, au final. Bienvenue dans le monde impitoyable de la littérature scientifique. Ce qui veut aussi dire que ce n'est pas parce qu'on voit peut-être plus clair qu'on est forcément moins tourmenté, parce que Jung arrivait moins à mettre au clair les choses par écrit, alors qu'il avait... Sa compréhension, par contre, était meilleure. Sa compréhension était meilleure, mais par contre, faire le tri sur papier, c'était plus compliqué pour lui. Donc, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Là, effectivement, ça doit être pénible. Je rappelle, du coup, j'en profite pour expliquer à notre communauté radio, donc ceux qui nous écoutent purement, on va bientôt passer en live sur Twitch. Évidemment, on va pas faire du yoga à la radio, ça n'aurait aucun sens. Donc, ce sera exclusivement sur la chaîne Twitch. Ce sera exclusivement sur Twitch, donc www.twitch.tv/UFM, bien UFM comme UFM forcément, ça ne s'invente pas. Et alors, on va juste accélérer un tout petit peu dans le temps, parce qu'il y a quelque chose de super intéressant au niveau du yoga, c'est la réappropriation finalement du yoga dans... C'est des grandes questions à se poser, effectivement. Au début du 20e.
Donc en fait, là, on a vu déjà plein de courants différents. Un autre courant, c'est le Hatha, le fameux Hatha, qui commence à naître en fait vraiment, on va dire au 8e siècle et qui se développe vraiment au 13e. Et puis qui continue à s'écrire. En fait, le principe de base du Hatha, tu m'arrêtes si j'ai mal pris mes infos, c'est qu'en fait, on considère qu'on a dans le crâne une espèce de fluide vital qui s'échappe au fur et à mesure tout le long de la colonne vertébrale. Et donc, il faut empêcher ce fluide vital d'échapper au corps. Et donc, on va mettre en place toute une série de techniques physiques et de techniques de respiration pour empêcher ce fluide de s'échapper. Okay. Et donc, en fait, le grand traité du Hatha, qu'on appelle le Hatha Pradipika, a été écrit vers 1450 à peu près. Et c'est là-dedans qu'on commence à trouver toutes ces techniques de rétention et notamment 15 postures, cette fois-ci qui sont plutôt définies, dont 6 qui sont assises. Donc ça reste une pratique qui n'est pas dynamique, c'est des postures qui sont vraiment stables, dans lesquelles on ne bouge pas, mais c'est vraiment cette idée-là. Et donc les postures sont tenues moins longtemps, puisqu'elles sont destinées à purifier et à renforcer le corps. C'est toute cette idée de mens sana in corpore sano. Et donc ça va continuer à évoluer jusqu'au travail du souffle, une fois qu'on a installé le travail physique. Et puis les postures en fait se font de plus en plus complexes au fur et à mesure, et elles prennent de l'importance au 17e, au 18e, au 19e, etc. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant et qu'on sait très peu, et que je voulais absolument vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre la lutte et le yoga. Alors à l'époque, en fait, la lutte, c'était un des grands sports la lutte, pas la lutte des classes, quoi. Non, vraiment la lutte avec les gens qui se tapent dessus. Et donc en fait, les tout premiers enchaînements qui arrivent dans la tradition du yoga telle qu'on la connaît maintenant viennent en fait de lutteurs qui se sont intéressés au yoga parce qu'il leur permettait de renforcer le corps et de l'assouplir, et donc d'être de meilleurs lutteurs. Et donc je trouve ça excellent parce qu'en fait, on a aujourd'hui une vision globalement négative de la pratique physique du yoga, alors qu'en fait c'est un élément qui est important dans l'histoire parce qu'il vient d'une autre tradition en fait qui est celle de la lutte et donc des sports de combat. Et donc voilà, toute cette tradition a continué à évoluer, les postures se sont complexifiées, il y en a de plus en plus, il y en a qui considèrent qu'il y a 5200 postures, pour certains il y en a 800, enfin il n'y a pas de nombre, mais bon. Et donc ça a été confiné vraiment à l'Asie pendant des siècles. Et puis effectivement, à la fin du 19e, il y a des gens qui commencent à voyager un petit peu plus et donc qui vont commencer à porter la bonne parole, avec plein de guillemets, du yoga. Là, jusqu'à maintenant, on était vraiment confiné au continent. Alors il y avait quelques occidentaux de temps en temps, alors forcément il y a toutes ces histoires de colonialisme, etc., qui ont fait les beaux jours de l'évolution du yoga au final. Mais qui sont, c'est resté très très cantonné au sous-continent. Internet, quoi. Oui, Internet après, beaucoup après, et donc le tout premier, en fait, c'est Vivekananda qui a représenté l'hindouisme en fait à un parlement international des religions. Son discours a beaucoup plu puisqu'il trouvait qu'en fait toutes les religions étaient complémentaires, et c'est à un moment qu'on appelle le néo-spiritualisme où en fait on s'intéressait aux religions des autres, aux pratiques des autres, etc. Donc il a pu commencer à développer ça. Et puis c'était un bon terreau aussi dans les années 20, forcément, avec le culte du corps. On a commencé à s'intéresser au yoga pour avoir de nouveau un corps sain qui représente la nation saine, etc., etc. Et donc dans tout ça, il y a toute une série de yogis, de maîtres qui ont pu s'engouffrer et venir communiquer leurs pratiques en Occident. Et notamment, on peut citer différents noms. Il y a par exemple Krishnamacharya qui est assez connu, qui a donné en fait le yoga Iyengar et le yoga Ashtanga avec 2 de ses élèves. Il y a aussi Shivananda forcément, qui lui a été vraiment le père d'une méthode considérée d'abord comme très thérapeutique puisque c'était son objectif de base et qui a évolué au fur et à mesure. Ça a été, il y a eu plein de codifications différentes. Mais il y a plein de voies différentes en fonction de la façon dont ces gourous ont transmis leurs pratiques et puis dont leurs élèves ont continué à transmettre leurs pratiques, puisqu'en fait il y a ce qu'on considère comme pour moi une des bases de la transmission du yoga, c'est justement l'héritage dans lequel on s'inscrit. C'est important de savoir l'histoire du yoga qu'on est en train d'enseigner, qu'on est en train de transmettre pour comprendre ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne peut-être moins, et surtout toutes ces questions en fait d'appropriation et de colonialisme, etc., dont on a un peu de mal à se détacher. Je pense que c'est bien qu'on puisse les aborder, puisqu'en fait, le yoga, c'est comme la pizza. En fait, ça a été exporté, ça a été complètement transformé, retravaillé, retransformé, et puis réimporté. Alors, pas forcément sous une forme meilleure, mais maintenant, il y a 300 millions de pratiquants.
Ça répond clairement à des préoccupations modernes. De petits yoga. Oui, c'est ça. Donc ça permet d'entretenir la santé, ça apporte soi-disant la beauté. Si vous tapez yoga booty pour avoir un corps de plage incroyable, vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube. Je trouve ça très, très mauvais, mais bon, c'est juste pas mon truc. Ça répond aussi à une quête de spiritualité dans un monde dans lequel on en manque très clairement. Mais en tant que yogi, clairement, Clémentine dit dans son bouquin, l'histoire du yoga n'est pas finie, elle se déroule sous nos yeux. Et donc, on a l'occasion d'écrire cette histoire. Mais je trouve que ce serait bien de le faire en pleine conscience, comme quand on pratique le yoga. Et donc, il y a beaucoup de questions à se poser, notamment par rapport à l'appropriation culturelle et à l'inclusivité. Comment est-ce qu'on décolonise le yoga ? Comment est-ce qu'on rend hommage aux origines ? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans des lignées traditionnelles sans trop imposer notre regard moderne, mais sans renier non plus nos convictions actuelles. Comment est-ce qu'on rend la pratique accessible au plus grand nombre, que ce soit physiquement, monétairement, géographiquement, pour le moment c'est surtout cantonné à des villes, linguistiquement, puisque l'anglais est quand même la langue de transmission par excellence pour le moment, les autres langues beaucoup moins. Comment est-ce qu'on donne une place à des corps, à des valeurs et à des histoires de personnes qui ne sont pas des jeunes femmes blanches cisgenres parfaitement proportionnées selon des standards inaccessibles. Comment est-ce qu'on dit le yoga pour les personnes qui sont racisées, non-binaires, qui sont dans différents spectres. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça? Et c'est des questions que moi je pose en tant que prof de yoga, blanche, petite bourgeoise, qui a eu toutes les facilités pour accéder à la pratique et qui a un corps qui fonctionne suffisamment pour faire les postures telles qu'elles sont instagrammables. Mmh. Donc c'est des questions pour moi qui sont vraiment essentielles parce que je me trouve moi dans un espace de pratique qui est super défini, qui a été conçu pour moi. Quand on est différent, comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Ouais. Je trouve que c'est important de se positionner par rapport à ça. Et j'ai pas de réponse, j'ai que des questions. C'est pour ça que je voulais finir sur des questions parce que je trouve que c'est des choses qui doivent s'interroger dans la communauté du yoga, en dehors aussi. Mais je suis convaincue, moi, qu'on peut pas faire de yoga sans être engagé un minimum dans la société. En tout cas, sans se positionner par rapport... on travaille avec les corps, les pensées, les sentiments des autres. Donc à un moment, il faut en avoir conscience. Au final. Oui, je trouve. Ouais. Complètement... Plus pragmatique, du coup, Sylvain, est-ce qu'il faut du matos pour pratiquer le yoga ou... encore une fois, ça dépend des écoles. Ici, dans le cours que j'enseigne, dans les cours que je donne, il faut juste son tapis. Et, après, c'est bien aussi d'avoir une sangle si les personnes n'arrivent pas à attraper leurs pieds dans une flexion avant. Moi, j'aime bien utiliser ça, ça aide à aller un peu plus loin. Après, il y a des courants où on travaille vraiment avec des blocs. On va se mettre en équilibre, on va mettre la main sur un bloc, lever une jambe ou ce genre de choses. Bon, voilà, on choisit en fait. Le prof choisit aussi ce qu'il lui parle. Ouais. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de matériel, c'est plus simple. Moins de choses à déplacer. Et au niveau pour parler de l'inclusivité, justement, au niveau répartition des élèves, c'est surreprésenté par les femmes, par les hommes, c'est plus ou moins kiff-kiff. Quand même par les femmes. Ouais, des vieux, des jeunes. Au niveau sensibilité, ça parle quand même beaucoup plus aux femmes. Après, il y a quand même, je dirais que j'ai peut-être un dixième d'hommes, peut-être pas beaucoup plus. Et au niveau de l'âge. Au niveau de l'âge, rarement en dessous de 40 ans chez moi, en tout cas, mais je sais qu'il y a des endroits où il y a vraiment plein de jeunes. Je ne sais pas si avant 25 ans, les gens s'y mettent vraiment. Plus comme une pratique physique. Ouais. Beaucoup en complément d'un autre sport. Donc, on s'y met à un moment donné de la vie où on sent qu'on en a besoin, quand on veut passer une étape, quand on a un stress plus accru. Enfin, il faut avoir un besoin, si on n'en ressent pas le besoin, on s'y met pas forcément. Donc, tranche d'âge, chez moi, c'est moyenne 55-60. Ouais. Parce que du coup, les personnes qui font du yoga peuvent vraiment faire les séances, même à 85 ans. Et si les gens les plus jeunes vont avoir entre 35 et 40. Donc, on est en moyenne 60 ans. Ouais. Okay. Ici, on va préparer du coup la séance de yoga tant attendue. Donc, si vous êtes pour le moment en train de nous écouter via la radio, bien passez sur Twitch, twitch.tv/UFM, où vous allez avoir, avec nos moyens, on a fait ce qu'on a pu pour vous installer une salle de yoga ici dans le salon du Studio 1.
Ça vous permettra du coup, si vous êtes séduit, de contacter Sylvain. Comment on fait par exemple? Voilà, j'ai envie de prendre un cours de yoga. Sylvain, qu'est-ce que je fais pour te contacter? Alors, le mieux c'est de me téléphoner ou de m'envoyer un mail. Mais donc il y a le site internet. Je fonctionne surtout avec le site internet plus que la page Facebook. Donc www.éveillez-vous, éveil comme le mot, et vous comme vous.be, oui. Et vous avez les informations sur le site, donc le numéro de GSM, ou alors vous avez un formulaire pour contacter. On sait voir les cours en ligne, en vidéo, si on veut pratiquer un peu chez soi. On sait lire tout un tas de textes. Il n'y a pas l'historique, comme Anne-Sophie vient d'expliquer, mais tout un tas de il y a aussi des inspirations. Oui, il y a des pages de textes que j'avais écrits il y a quand même plusieurs années. À propos de tout ce que le yoga apporte, qu'est-ce que tel type d'exercice apporte, qu'est-ce que la relaxation apporte, ce genre de choses. Et alors, il y a les horaires des cours, du coup, on voit à quel jour de la semaine, à quelle heure je donne cours à tel endroit, et puis le plus simple, c'est le SMS, pour moi. Vraiment. Bon vieux SMS. Oui, c'est comme ça, je peux répondre quand je veux, et c'est plus rapide. Mais n'hésitez pas à téléphoner, évidemment. Et voilà. Et alors, j'aime bien vraiment que ce soit très léger comme organisation. Donc, il n'y a pas de formule. Je ne fais pas de formule d'abonnement. On vient quand on veut, en fait. On prévient, on réserve quand même sa place, de semaine en semaine, mais j'aime bien qu'on envoie un SMS quand on est sûr de venir, donc 2 jours avant ou même une demi-journée avant pour voir s'il y a encore de la place, ou même encore 10 minutes avant, c'est égal. On paye à la séance, et puis la semaine prochaine, on refait pareil, quoi. Mais je trouve que les formules d'abonnement ne collent pas avec la philosophie du yoga où on demande aux gens de lâcher prise, mais si on fait un abonnement où on dit... donc on peut très bien venir toutes les semaines comme une fois par mois en fait. Oui, c'est ça. J'aime bien que si les gens ne savent pas venir souvent, ce serait dommage qu'ils viennent pas parce qu'il y a un abonnement. S'ils savent venir une fois par mois, autant qu'ils viennent une fois par mois. Donc, il faut vraiment se sentir vraiment très, très à l'aise avec ça. Enfin, en tout cas, je préfère fonctionner comme ça. Voilà. Donc oui, le site internet, téléphone, SMS, mail. Et surtout, si je ne réponds pas tout de suite dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à insister. Parce que du coup, je n'ai pas de secrétaire et c'est quand même la plus grosse partie du travail. J'y pense encore avant d'arriver. J'ai passé 2 heures à répondre. Ça a eu trop de lâcher prise. À tout le monde. Et quand c'est des périodes de rush, il y a beaucoup de. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à insister pour avoir une réponse si jamais ça. Il n'y avait pas de retour. Ok, pas de problème. Donc il est temps de dire au revoir à nos auditeurs de la radio. Ceux sur Twitch, n'ayez pas peur, on va passer forcément sur un bandeau d'attente qui va durer à peu près 1 ou 2 minutes, le temps qu'on installe la salle de yoga, tout ça, les micros, etc. Donc s'il n'y a plus de son, il ne faut pas s'inquiéter. Oui, il y aura une petite musique, vous en faites pas, mais donc on va faire le plus vite possible, mais nous ne sommes pas des machines. Anso, merci beaucoup. Avec pour plaisir, ta participation. merci à vous. On peut te retrouver sur UFM dans Let's Talk About Sex. Oui. Let's Talk About Sex, j'y arriverai. Tout à fait. Je ne sais plus parler. Une fois par mois. Une fois par mois. Ça dépend un peu des jours. C'est le vendredi. En général, c'est oui, vendredi. C'est le vendredi de 22 à minuit. Logique. Oui. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Pour tous ces éclaircissements sur le yoga, c'était vraiment super appréciable. JP, merci beaucoup, comme toujours. Merci à toi. Et surtout, merci à nos invités, parce que c'est vrai que ça a été très prolixe, je trouve. C'était une très très chouette émission, je suis vraiment très content. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. Oui, c'était vraiment chouette. Et du coup, pour terminer, oui, Sylvain, merci beaucoup. On se retrouve tous les 4 sur Twitch pour une séance de yoga. Et là, on vous laisse sur la playlist de UFM pendant ce temps-là. Donc ne vous en faites pas, on revient très vite sur Twitch. Et par contre, on ne reviendra pas très vite. Nous, on revient plus ou moins en septembre parce que là, ça va être la coupure pour l'émission. Vous voyez, c'est la fin de saison. Je dis pas qu'on va pas chipoter un peu en juillet ou, mais voilà. Oui, voilà. Là, c'est on va vacances. pas faire de fausses promesses pour le moment. Exactement, tout à fait. Merci à tous, merci beaucoup. Et on vous repasse sur la playlist de UFM. Et nous, pendant ce temps-là, on se prépare à la petite séance de yoga sur Twitch. À tout de suite. Sur UFM, mais qui est cet être humain ?